Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Margot Bernard du pôle de compétitivité Infra 2050 et je vais animer ce webinaire aujourd'hui qui porte sur le glissement de terrain d'Armalières avec une partie plutôt technique sur les techniques de monitoring de ce glissement et une partie un peu plus sociologique sur la perception du risque. Ce webinaire est organisé en collaboration avec ISTER et le laboratoire LIP et on est ensemble pour environ 1 heure. En quelques mots, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore IRISC, donc IRISC, c'est une communauté dans le domaine des risques naturels gravitaires qui est animée par le pôle de compétitivité Infra 2050 et donc communauté collaborative d'intérêt pour le développement des compétences, de la recherche appliquée et de l'innovation. Et donc dans ce cadre, on a lancé une chaîne de connaissances qu'on a appelée Web IRISC et qui a pour vocation de porter à la connaissance du plus grand nombre les méthodes, outils, concepts, approches capitalisées dans les laboratoires et les entreprises. Et donc ce webinaire est aussi organisé dans le cadre du projet IRISC Alpes. Pour interagir, donc principalement pour poser vos questions aux intervenants, vous pouvez le faire à tout moment dans le module Q&R. On les reprendra à la fin, après les interventions. Et donc, elles seront répondues à ce moment-là. Et vous pourrez aussi, à ce moment, lever la main et je pourrai vous donner la parole. Il vous suffira juste d'activer votre micro une fois que je vous aurai donné l'autorisation pour pouvoir prendre la parole un peu plus librement. Donc, ce webinaire est organisé avec 2 intervenants, Grégory Bièvre d'IFTER et Maria Hagle. Grégory, je te laisse te présenter en quelques mots. Bonjour tout le monde, je m'appelle Grégory Bièvre, je suis enseignant-chercheur à l'université Grenoble-Alpes et je travaille sur ce qui est écrit ici dans le bloc bleu, donc notamment avec des données d'observatoire pour essayer de monitorer les glissements de terrain et plus particulièrement les glissements argileux. Merci, merci beaucoup. Et ben du coup, j'arrête mon partage, je donne la main à Grégory pour la première partie de la présentation. Maria et moi allons vous parler du plateau de Sinard, des glissements de terrain sur le plateau de Sinard qui est dans le Trièves. Plus particulièrement moi je parlerai plus particulièrement du glissement d'Armalières, euh, qui est un glissement assez actif dans la région en ce moment. Euh, et puis Maria parlera un peu plus largement des glissements dans le Trièves. Alors moi je vais principalement parler de techniques qu'on essaye de développer pour le suivi temporel du glissement de terrain. Donc vous voyez le site, hein, en bas, on est dans le glissement de terrain. On peut voir que c'est pas très très facile de s'y déplacer. On peut voir que le glissement également est actif. Donc l'objectif de ce que je vais vous présenter, c'est une partie des recherches qu'on fait, notamment pour utiliser ou développer des outils légers et à coût modéré, on va dire, le plus modéré possible, pour pouvoir ausculter l'intérieur de cette zone en glissement. Je vais commencer par présenter un petit peu le site. Donc, on se situe dans le département de l'Isère, une trentaine de kilomètres au sud de Grenoble. Et la région dont on va parler au sens large, hein, donc le Trièves qui va de Sinard, pour résumer, jusqu'au pied du col de la Croix-Haute au sud, quasiment au Dévoluy. Et puis, il y a 2 autres régions qui présentent la même géologie, qui sont le plateau mathésin. Les glissements sont plus particulièrement présents au sud, dans le secteur de la Mure, et puis le secteur du Beaumont. Euh, donc, on passe notamment la route Napoléon ici. Donc, voilà, le Trièves, la Matésine, le Beaumont, et on va plutôt se focaliser sur la zone du Trièves. Donc sur la carte de gauche, vous voyez des points verts qui correspondent à des glissements de terrain. Alors vraiment glissement sensu stricto, hein. Donc on va plutôt s'intéresser à ce qui se passe dans des formations meubles. Donc il y a
peu près 370 glissements qui sont recensés depuis le XVIIe siècle dans la base de données Carmen du RTM. Euh, alors, ils sont pas, c'est pas réparti de façon homogène, mais on voit qu'il y en a un petit peu partout sur le territoire ici. Donc, c'est un territoire de moyenne montagne, on va dire, entre 400 mètres et 1900 mètres d'altitude, qui est assez peu peuplé, hein. La densité en moyenne, c'est moins de 10 habitants au kilomètre carré. C'est principalement des surfaces agricoles, de pâture et de la forêt également. Voilà, population relativement faible dans le secteur. Voilà, la région est drainée principalement par le Drac et puis ses affluents, donc on va dire l'Hébron et la Bonne ici, sur la carte. Alors maintenant, si on veut s'intéresser plus particulièrement au plateau de Sinard, donc on est dans le nord de la région du Trièves, et vous avez l'image à droite qui vous représente le plateau de Sinard. Donc le village de Sinard est ici, tous les points noirs, c'est le bâti qui est présent dans ce secteur, et vous voyez que euh, sur cette zone, on va avoir la présence de 4 glissements de terrain au niveau du plateau de Sinard. Donc le glissement de Mitraire au nord, d'Avignonnet immédiatement au sud, d'Armalières encore au sud d'Avignonnet, et puis il y en a un quatrième qui est le glissement du Champ du Mouton, ici. Donc ce que vous pouvez voir, on va parler du glissement d'Armalières, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de bâti sur cette zone, hein, donc il affecte principalement des zones agricoles. Alors pour l'instant, hein, vous voyez que les premières habitations se situent à peu près à 250 mètres du- de la limite du glissement. Alors une présentation géologique très rapide. Les glissements se situent dans des formations du Quaternaire. Vous voyez qu'on a un substratum mésozoïque, donc c'est du Jurassique moyen principalement. Ce sont des calcaires marneux qui ont été utilisés par le Drac à la faveur des différentes phases glaciaires et interglaciaires, avec d'anciennes terrasses du Drac qui sont représentées en vert très pâle ici. Et ensuite, pendant la dernière phase glaciaire, on a eu un barrage glaciaire, donc le glacier de la Romanche qui venait du nord et qui s'est arrêté à peu près au niveau de Sinard, euh, qui n'est pas allé beaucoup plus au sud que Sinard, qui a créé un barrage glaciaire et qui a permis le dépôt de formations glaciolacustres pendant quelques milliers d'années, 10 à 15 milliers d'années à peu près, sur une épaisseur qui varie de 0 mètre à l'aval jusqu'à environ 250 mètres au plus épais. Tout ça a été recouvert par environ 50 mètres de moraine lors du vrai dernier maximum glaciaire. Et puis, suite au retrait du glacier, bah, le Drac a repris son activité d'incision euh, et a permis de déclencher notamment ces 4 glissements de terrain qu'on voit ici au niveau du plateau de Sinard. Voilà, c'est une coupe géologique qu'on va considérer comme très moyenne pour la zone. Alors, si on se concentre maintenant sur le glissement d'Armalières, euh, on a une géométrie avec une surface de rupture la plus profonde qui est à peu près à 35 mètres. C'est un glissement qui fonctionne par régression, comme les glissements dans les formations meubles dans la région. Et ces régressions se font à la faveur de ruptures assez brutales euh, qui permettent d'éroder des régressions qui font entre 5 et 15-20 mètres à peu près à chaque événement. Le glissement a une partie centrale très active, donc c'est à l'intérieur des 2 lignes vertes ici, et il a une particularité, ce glissement, c'est qu'on a des surfaces de rupture avec de la déformation élastique, élastoplastique le long de surface de rupture à l'amont, du glissement assez classique. Et puis dans la partie aval, ce mécanisme de déformation devient un petit peu plus fluide, ce qui fait qu'on a donc du glissement à l'amont. Et puis à partir de cette zone ici, on va avoir de l'écoulement plutôt à l'aval.
Ce que je vais vous présenter par la suite, c'est des différentes techniques de suivi temporel pour avoir des observations à l'intérieur du glissement. Et comme les réactivations se font de façon brutale, ben, on peut avoir un peu peur de perdre le matériel et les données. Donc, ce qu'on essaye de mettre en place, ce sont euh, des outils de coût modéré, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre en place des instrumentations qui, si on les perd, bah, on va considérer que c'est pas si grave que ça. Donc, je vais vous présenter trois. Ah, pourquoi ça marche plus? Je vais vous présenter trois types d'instrumentation. Ah, j'ai mis la diapo dans le mauvais sens. Pour reprendre l'historique du glissement d'Armalières, la réactivation principale a été le 7 mars 1981. Il y a eu une régression de plusieurs centaines de mètres qui s'est faite à la faveur d'un épisode assez brutal suite à de la fonte de neige. Depuis 1981, il y a des réactivations tous les 5 ans à peu près. Et depuis 1980, on considère que la distance moyenne de régression, c'est à peu près 5 à 10 mètres par an. Alors attention, l'activité, elle est pas permanente. Comme je vous le disais, ça se fait à la faveur de réactivation, de réactivation périodique. Et depuis 1981, c'est à peu près 250 mètres de régression. Euh, Ce site, Armalières et Avignonnais, désolé. Armalières et Avignonnais sont équipés d'instrumentation permanente dans le cadre d'un observatoire du CNRS, qui est l'Observatoire multidisciplinaire sur les instabilités de versants. Donc, depuis 2006 pour le glissement d'Avignonnais, et puis depuis 2016 pour le glissement d'Armalières, puisque ce glissement a eu une réactivation assez majeure le 27 juin 2016 avec un volume érodé, estimé à peu près 1 million de mètres cubes. C'est un ordre de grandeur. Et puis, je vous ai dit également qu'il y avait la première réactivation majeure de ce glissement, c'était 1981. Il y a eu de l'activité scientifique sur le site depuis 1981, notamment sur le site d'Avignonnais, puisque vous voyez qu'il y a du bâti qui existe, donc il y a des enjeux. Et au total, pour vous donner un ordre de grandeur de l'activité, hein, depuis 1981, c'est 11 thèses de doctorat et puis une trentaine de papiers euh, qui sont, euh, qui sont disponibles et qui ont été publiés. Alors, pour les techniques de monitoring, je vais présenter trois choses. Je vais présenter très rapidement système de mesure de déplacement donc par technique satellite, alors à coût modéré, effectivement. Je parlerai ensuite de choses qui ont été développées durant les dernières années, qui est le suivi par puce RFID. Et puis je terminerai par de l'interférométrie de bruit de fond sismique, qui nous permet d'avoir des informations sur l'état mécanique du matériau. Quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, pour ce qui concerne l'outil de suivi par méthode satellite à coût modéré, il existe plusieurs systèmes, hein. Il y a un système qui a été développé par l'IGN. Là, ce que je vais vous présenter, c'est ce qui a été développé par une petite société suisse qui s'appelle Infrasurvey. Et l'idée, c'est d'avoir un matériel très très léger. Vous voyez, c'est très très simple, hein. Le matériel fait quelques dizaines de centimètres à peine. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose d'autonome. Donc, il y a un petit panneau solaire ici qui permet de faire à peu près 1 heure de mesure par jour. Une antenne GNSS, j'ai oublié une lettre. Et puis, une antenne radio qui permet de communiquer avec des bases et puis ensuite d'envoyer les données directement au laboratoire. On peut éventuellement durcir un petit peu l'installation avec des panneaux solaires plus gros et puis des batteries également. Mais l'idée au départ du matériel, c'est d'avoir ce système très très simple à mettre en place pour pouvoir faire 1 heure de mesure par jour à peu près. On obtient avec ce système une précision de l'ordre du centimètre en horizontal et à peu près 2 centimètres en vertical. Là, ce que vous voyez, c'est les déploiements qu'on a fait dans le glissement. Donc, on en a mis dans la partie coulée et puis également dans la partie glissement. Et ce que je vais vous présenter immédiatement après, donc, c'est
les séries temporelles de ces 4 points ici qui sont dans le glissement. Donc pendant une certaine période, entre 2020, fin 2020 et puis avril 2021, donc quelques mois, pendant lesquels il y a eu une réactivation. Donc le G4, c'est celui qui est le plus à l'amont. Et puis ensuite, par chiffre décroissant, on se dirige vers le pied du glissement. Les barres bleues représentent l'activité sismique, donc des landquakes, c'est-à-dire des tremblements de glissement, en fait, hein, si on veut faire une traduction littérale par rapport à earthquake, tremblement de terre. Donc, on va appeler ça des tremblements de glissement ou des landquakes. Et vous voyez qu'à partir de décembre 2020, on a bon, une activité sismique endogène qui commence à se développer, qui augmente de façon relativement continue. Alors attention, à l'échelle est logarithmique, jusqu'au 28 décembre. Et en fait, le 28 décembre, on a eu une réactivation du glissement. Et cette réactivation, elle est très très bien enregistrée par le GPS qui est à l'amont. Euh, donc vous voyez, hein, l'échelle de déplacement, c'est les déplacements cumulés entre 0 et 60 cm. Et là, on voit très bien qu'on a une accélération du GPS qui est sous l'escarpement principal, et puis ensuite une espèce de relaxation euh, et une stabilisation qui prend plus ou moins longtemps, et donc un déplacement total de 60 cm. On voit que les deux GPS, G1 et G2, qui sont au pied du glissement, eux, ils n'ont pas du tout bougé. Et pour celui qui est en position intermédiaire, ben, il a commencé à bouger, mais plutôt à partir du mois de février-mars. Donc on a un transfert de masse en fait qui se fait dans le temps. Euh, et puis bah, pour mettre en place, pour commencer à observer des déplacements sur l'ensemble des capteurs, il aurait fallu avoir une grosse réactivation. Là, c'était quelques milliers de mètres cubes. Donc ça, c'est pas suffisant pour initier les déplacements en pied de glissement. Je vais vous montrer maintenant une série temporelle également au niveau de ce qui est indiqué ici, le GPS 5, et notamment des observations assez rigolotes. Si on regarde ici, donc on est en est-ouest, hein, que l'échelle vers la droite, on se déplace vers l'est, vers la gauche, vers l'ouest. Ici, vers le haut, on se déplace vers le nord et vers le bas, vers le sud. Et là, ce qu'on voit, c'est que la tendance générale, bah, c'est bien un déplacement vers le sud-sud-est, comme ce qu'on connaît au niveau du glissement, avec une réactivation marquée ici qui correspond à une accélération fin décembre 2021. Et puis on voit que pendant l'été, euh, on a un capteur qui se déplace vers l'ouest. Et globalement, se déplacer vers l'ouest, alors ça, c'est arrivé en 2021, puis c'est arrivé en 2022 également. Et se déplacer vers l'ouest, c'est un peu contre-intuitif parce que ça veut dire en gros remonter la pente. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est bah, ça pourrait être un petit événement local avec une petite rotation. Donc ça pourrait être l'interprétation si on dispose que d'un seul capteur. Donc avec un capteur, ça peut être embêtant de faire des interprétations, euh, mais néanmoins, on voit qu'il y a des mouvements qui semblent se faire à contre-pente, avec des petites augmentations d'altitude également, très très modestes. Donc voilà, l'interprétation qu'on en fait, c'est un glissement avec une rotation, et puis bah, un mouvement à contre-pente. Alors ça, on a réussi à comprendre un petit peu mieux ce qui se passait en faisant du suivi par un réseau de capteurs de déplacement un peu plus dense, donc par une technique de RFID. Donc c'est les puces RFID que vous avez quand vous allez acheter des habits chez Decathlon et que vous les mettez dans la caisse, sauf qu'ils sont un petit peu plus gros ici. Mais l'objectif, c'est de développer une technologie de suivi de déplacement par mesure RFID. Alors là, vous voyez en rose, donc c'est un champ. C'est quelques capteurs RFID qui ont été mis en place sous l'escarpement principal. Et puis là, en vert, le GPS dont je vous ai montré la trace. Alors sur le terrain, comment ça se présente? Ben, on a des piquets sur lesquels sont fixés les puces RFID ici. C'est des grosses puces hein, quand même. Le coût unitaire, c'est de l'ordre de 2 à 3 euros. Donc là c'est vraiment, vraiment du bas coût. Et puis, on a une station qui est en partie stable avec plusieurs antennes ici qui vont mesurer, qui vont aller interroger
les puces RFID et le fait d'avoir plusieurs antennes avec des angles d'observation différents va permettre de remonter au déplacement. Alors ça, c'est une techno qui a été développée en collaboration entre Ister et puis la société Géolith, qui est à côté de Grenoble dans le cadre d'un laboratoire commun. Donc, il y a déjà eu 2 tests dessus. Là, ce que je vais vous montrer, c'est les résultats de la dernière test qui a été soutenue l'an dernier par Arthur Charletti. Vous avez en violet ici, donc c'est les déplacements qui sont mesurés par le géomont, donc c'est le GPS à coût modéré, dont je vous ai présenté les résultats juste avant. Et puis, les points que vous voyez ici, toutes les autres couleurs, ce sont des déplacements enregistrés par les puces RFID. Et vous voyez que ce soit aussi bien pour le déplacement en nord-sud que pour le déplacement en est-ouest, hein. Ici, on est entre janvier 2021 et puis octobre 2022, donc pratiquement 2 ans de mesure. On a des déplacements qui sont très, très, très cohérents entre le GPS et puis les capteurs RFID. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on peut remonter à un champ de déplacement en 2 dimensions. Et on va voir que les blocs ici, on a des mouvements différentiels entre les blocs, chose qu'on ne peut pas appréhender si on a un seul capteur, comme un GPS par exemple, sur cet emplacement. Par contre, on voit que les déplacements ne sont pas les mêmes dans le temps et n'ont pas les mêmes directions. C'est-à-dire qu'en fait, le GPS que je vous ai présenté tout à l'heure, il est ici. Et le fait de le voir remonter la pente, bah, c'est simplement parce que ce bloc-là s'est mis à se déplacer vers le sud. Et en fait, il est venu changer la contrainte qui s'exerçait sur ce bloc-là. Et en fait, l'a fait bouger vers l'ouest et très légèrement remonter la pente. Donc là, cette technologie-là, elle est super intéressante parce que elle permet d'avoir un réseau de capteurs et puis également de commencer à appréhender, d'obtenir un champ de déplacement, ce qui est beaucoup plus complet pour appréhender la dynamique de déformation et d'érosion au niveau de l'escarpement principal. Euh, Je passe très rapidement à la suite. Alors, c'est vraiment des exemples très très simples, hein. C'est simplement pour illustrer les systèmes d'auscultation qu'on essaye de développer au laboratoire. Je reviens sur l'exemple du RFID ici et du GPS. On voit qu'en décembre, là, décembre-janvier 2000, décembre 2021, janvier 2022, on a eu une brusque accélération. En fait, on a eu une rupture euh, ici. Et alors, on l'appréhende notamment par des capteurs de déplacement. L'objectif maintenant, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le sous-sol au moment de ces réactivations soudaines. Et pour ça, je vais vous parler du suivi par bruit de fond sismique. Euh, on était sur cette zone-là, et je ne vais pas vous présenter les résultats sur cette zone-là, parce que là, on a eu une occasion assez sympathique. euh, avec un très très bon enregistrement du temps de réactivation et des très bonnes données sismiques. Donc, je vais vous présenter ce qui s'est passé là. On avait un capteur qui était à l'arrière de l'escarpement principal. Donc là, c'était l'escarpement principal suite à la réactivation majeure de juin 2016. Et puis, je vais vous présenter une rupture qui s'est passée le 29 janvier 2017. Vous voyez, qui correspond à la ligne verte ici. Donc, on a à peu près 15 mètres de 15 mètres d'écaille qui est tombée et le capteur était embarqué sur l'écaille. Donc vous voyez la réactivation ici. On avait notre station sismologique très sommaire. Ici, je vous l'accorde. Donc elle est tombée avec cette réactivation. On a récupéré les données sismologiques et puis on a eu un très bon horodatage grâce à la puce GPS qui était dans la station sismologique. Et vous voyez, donc on date très bien le début de la chute au 29 janvier 2017 à 13h30. Ça a duré une quinzaine d'heures pour descendre à peu près d'une dizaine de mètres. Euh, je vais présenter très 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 rapidement le principe de l'intercorrélation sismique. L'idée, c'est de reconstruire euh, une onde suite à la corrélation entre 2 stations sismologiques. Donc, on va corréler les signaux enregistrés à 2 stations. On va reconstruire très partiellement
la fonction d'onde à partir de ce bruit sismique. Et en fait, théoriquement, l'idée revient au même en faisant cette corrélation que si on avait une source à un des capteurs et l'enregistrement à l'autre capteur. Dans le cas de la source, on a une très bonne reconstruction du signal parce que c'est directement ce qu'on enregistre, hein, la réponse impulsionnelle du milieu. Dans le cas de la corrélation, bah, c'est très très partiel et c'est principalement des ondes de surface. Néanmoins, on récupère une fonction d'onde, on récupère un signal, et ce signal, si on le reconstruit jour après jour, ben, on va pouvoir comparer entre les différentes journées. On va pouvoir comparer notamment les décalages de temps qui vont nous donner accès aux changements de vitesse dans le milieu, et on va pouvoir comparer les changements de forme qui vont nous donner des informations sur les changements de structure dans le milieu. Donc, on va suivre ce qu'on appelle le delta V sur V, le changement de vitesse par rapport à une référence, et puis le CC, qui est le coefficient de corrélation, donc la, la forme, le changement de forme entre, euh, entre les différentes dates. Donc là, je vous présente le mois de janvier 2017, pendant lequel on a eu cette réactivation assez brutale. Ça a été marqué par d'assez faibles précipitations sous forme de pluie. Par contre, on avait un mètre de neige qui est présent, et ce mètre de neige, il a commencé à fondre assez brutalement et assez rapidement au moment où on est passé de températures négatives à des températures quasiment 10 degrés, hein. La température a augmenté de quasiment 15 degrés en l'espace de 2 à 3 jours. Donc le manteau neigeux a fondu. On avait également une baisse assez forte de l'humidité de l'air. Donc en fait, on a assisté, ce qu'on voit ici, c'est un événement de fun sec. Donc fonte de neige qui a commencé suite à l'infiltration d'une partie de l'eau de fusion dans le sous-sol à générer une activité sismique endogène. Et au moment du pic de l'activité endogène, c'est là qu'on a eu la rupture, qui est illustrée ici par le trait noir, qui est l'altitude du capteur. Ce qu'on peut voir sur le delta V sur V, c'est qu'il est très très stable pendant les 3 premières semaines, voire un petit peu plus, mais qu'à partir du 27 janvier, c'est-à-dire à partir du moment où on commence à faire fondre la neige, on a une baisse de la vitesse des ondes de surface, donc de la rigidité du milieu, hein. Il y a une relation entre module de rigidité et vitesse des ondes S. Donc cette vitesse des ondes S, vitesse des ondes de surface commence à diminuer de façon significative statistiquement à partir du 27 janvier minuit. On a un zoom ici à cet endroit-là, et puis on a une baisse du coefficient de corrélation qui nous dit qu'on a des changements géométriques ou de structure également à l'intérieur du matériau. Donc, et après le 27-28 janvier, en fait, on a des changements de forme d'onde qui sont tellement importants qu'on n'arrive plus à corréler les signaux. Mais là, ce que je vous présente, c'est ce que je propose, c'est d'avoir un signal précurseur, un signal sismique précurseur de 2 jours à 2 jours et demi avant la rupture. C'est en très bonne adéquation avec l'augmentation de l'activité sismique endogène. Alors, ce n'est pas la première fois, hein, qu'on observe ce type de signal précurseur. Ça a été déjà vu sur un glissement en Suisse, le pont Bourquin, en 2012, et puis sur le glissement d'Armalières en 2020 sur un petit bloc argileux. Donc en fait, là, on confirme l'intérêt de cette méthode pour ce type de suivi, et puis également la cause de la rupture, qui est un événement météorologique particulier, qui est une augmentation brutale des températures qui fait fondre très très rapidement le manteau neigeux et qui permet d'en infiltrer une partie plus ou moins importante dans le sous-sol et diminuer les caractéristiques mécaniques. Et je m'arrête ici parce que je pense que j'ai déjà trop parlé. J'arrête mon partage. Merci Grégory.